Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue dans votre rendez-vous patrimonial hebdomadaire sur Radio Patrimoine. Je suis ravi de vous retrouver après cette pause estivale que j'espère avoir été agréable pour toutes et tous. On reprend nos bonnes habitudes et on va donc se retrouver tous les mercredis matins. C'est donc parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on entre dans le vif du sujet en accueillant Paul Bourdois. Bonjour Paul. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de cette rentrée. Cofondateur de France SCPI. On va donc s'intéresser à cette fameuse classe d'actifs que sont les SCPI. Vous les regardez tout le temps et régulièrement, à chaque trimestre, vous prenez un petit peu le pouls de ce monde des SCPI. Vous publiez un bilan trimestriel. Qu'est-ce qu'il en est en cette période de rentrée ? Est-ce qu'on est, selon vous, finalement, arrivé au bout de cette période un peu délicate où on a beaucoup parlé de décote, etc. Enfin bref, où les SCPI qui ont connu un engouement fabuleux, par la faute parfois de certaines, ont suscité quelques doutes. C'est fini, ça y est, c'est derrière nous. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le trimestre que nous venons de vivre, donc deuxième trimestre, et la tendance semblerait équivalente au troisième trimestre, c'est un trimestre correct. Donc, depuis le début de l'année, on est correct en termes de collecte, évidemment. On est à 900 millions d'euros de collecte, ce qui est pas le bout du monde, mais quand on regarde les trimestres précédents, eh bien, on sent une légère amélioration. Le taux de distribution, donc annualisé, est lui aussi correct. On est à 4,52%. Ce qu'on observe, en revanche, c'est de grandes disparités entre les plus faibles rendements et les meilleurs rendements. Et ça, c'est important de le noter. Il y a aussi une prime à la diversification. Auparavant, on avait un certain engouement pour les SCPI spécialisés, donc logistique et santé. Et aujourd'hui, on sent que les épargnants se dirigent plus volontiers vers des SCPI diversifiés. Et puis, pour répondre à votre question sur le bout du tunnel, sans être devin, je pense qu'on y arrive sur les SCPI qui doivent décoter, mais ces derniers jours, on a encore eu une annonce de SCPI qui décotait de plus de 17%. Donc, marginalement, je pense que certaines vont continuer à décoter, mais je pense que le gros de la décote est passé. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester attentif sur certaines annonces, sur certains noms. Enfin, on ne va pas forcément faire du name and shame, mais c'est-à-dire que l'épargnant, il doit quand même rester attentif à ce qu'il a dans son portefeuille. Toujours, évidemment. Il y a des SCPI et on a parlé précédemment d'autres de cette typologie qui sont les SCPI en général qui décotent. Il y a un portrait robot qui est souvent le même, issu de, vous avez raison, on va pas citer de nom, mais de grandes sociétés de gestion, des SCPI qui sont plutôt anciennes, plutôt bancaires, on pourrait dire, plutôt orientées bureau. Et ces SCPI-là, elles peuvent être amenées à décoter, en effet. Il y a des questions de nombre de parts aussi, nombre de parts en attente notamment. C'est un vocabulaire que les épargnants doivent avoir en tête. Oui, c'est quelque chose qu'il faut regarder absolument. Vous avez des SCPI qui ont un nombre de parts en attente, un stock de parts en attente, comme on peut le dire, qui ne cesse d'augmenter. Et en effet, si on est dans ce schéma-là, pour ces SCPI-là, il peut y avoir un cercle vicieux qui est, j'ai un stock de parts en attente important, ce qui incite peu les SCPI à avoir de nouveaux épargnants, ou même les associés actuels à rester sur la SCPI. Et donc ces SCPI, mais on y viendra peut-être, sont obligés de solder certains actifs, pas au meilleur moment. Donc en effet, dès qu'on a un nombre de parts en attente important, attention, warning. Bon, à chaque fois, il y a cette espèce de césure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans ce monde des SCPI en ce moment, on a un petit peu et le meilleur, les plus vertueux, etc. Et le pire, ceux qui ont amené un petit peu ces grains de sable, qui ont grippé la belle mécanique de l'épargne dans les SCPI. Qu'est-ce qu'on peut observer justement de pire ou de meilleur ? Alors, j'ai pas forcément envie de vous parler des meilleurs, des pires, parce que ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, je vais vous dire que ces SCPI ont un faible rendement, qu'elles collectent plus, qu'elles ont un nombre de parts en attente important. Moi, je préfère vous parler des SCPI qui servent du rendement. Et ce qu'on observe aujourd'hui, en tout cas, annualisé sur ces 2 premiers trimestres, donc la période de 6 mois 2024, c'est que les SCPI qui fournissent le plus fort rendement, elles sont à 10-12% parfois, donc ce qui est colossal. Alors que les plus faibles, c'est plutôt 2,5-3%. C'est ça, hein. Donc on a un x3, x4 qui est observable. Les SCPI, ce qui est intéressant, nous ce qu'on regarde, c'est que les plus hauts
rendement ces dernières années, c'était plutôt plus 6, plus 7%, et c'était exceptionnel. Et aujourd'hui, on a une prime à l'immobilier, une prime de risque qui est importante. Donc 10-12%, c'est colossal. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même que rendement rime souvent avec risque. Donc, quand vous nous parlez de SCPI qui peuvent peut-être sortir du 12, c'est qu'il y a quelque part, et il faut en être conscient quand on investit, une part de risque plus importante que celle qui ferait peut-être du 4, 5, 6 comme on y était sur longue période plus habitué. Ouais, vous avez raison, c'est un couple qui ne se sépare jamais, le rendement et le risque. Si on a du risque, en effet, on a du rendement, et inversement aussi, en général. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est que les SCPI qui fournissent entre 4,5%, qui est la moyenne constatée jusque-là pour cette année, et 6%. Donc on est quand même dans des rendements qui sont tout à fait acceptables et tout à fait intéressants. Eh bien, on est dans une sorte de ventre mou qui ne convainc plus, qui ne collecte plus. Donc entre 4,5% et 6%, pas de collecte, et ça n'attire pas les épargnants, ce qui est quand même assez important pour être noté. Qu'est-ce qui explique, Paul Bourdois, cette différence finalement, ce décalage entre du 2 et quelques et du 12 et quelques Alors, je crois qu'il y a, on en parlait tout à l'heure, il y a une prime de risque qui est importante sur l'immobilier d'entreprise notamment, et depuis la correction qu'on a connue début 2023, fin 2022, les SCPI qui fournissent un fort rendement, qui est de 10-12%, alors c'est pas légion, hein, il s'en a quelques-unes, mais assez important pour être noté, ce sont des SCPI qui sont plutôt jeunes, donc qui n'ont pas les contraintes historiques des SCPI qui sont plus anciennes, évidemment. Ce sont des SCPI qui investissent à un très bon timing de marché. Donc aujourd'hui, quand on investit, on est plutôt dans un marché d'acheteurs, favorable aux acheteurs qu'aux vendeurs. Et puis, ce sont des SCPI qui investissent également, qui peuvent investir au-delà des frontières françaises et qui, en général, investissent à l'étranger. Et donc, il y a un marché qui est un peu plus porteur, qui a corrigé un peu plus en avance qu'en France. Et donc, forcément, vous avez des rendements qui sont meilleurs. Bon, on s'est dit quand même pas mal de choses. Maintenant, je voudrais qu'on essaye de donner quelques conseils un peu concrets à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, un épargnant qui voudrait détenir des SCPI ou qui voudrait conserver des SCPI, enfin voilà, quels sont les 2-3 tips, comme on dit en bon français, qu'on doit avoir en tête quand on s'intéresse aux SCPI en cette période de rentrée? Alors, je crois que je sais que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ne pas se fier au seul argument du rendement. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à appliquer parce que c'est toujours hyper séduisant de se dire tiens, je vais gagner de temps. Bien sûr, surtout quand ça représente le fruit d'économies, d'épargne sur un salaire, un patrimoine qu'on s'est durement constitué. On a envie que ce soit rentable. Bon, ce rendement, il est important, mais il ne faut pas que ce soit le premier argument. Je pense que c'est important aussi de regarder ce qu'il y a sous le capot, de voir sur quelle typologie d'immobilier on investit. C'est important également, on le disait, de regarder le nombre de parts en attente. On peut tout à fait regarder ça sur des sites comme France SCPI, évidemment, mais d'autres existent. Oui, ce sont toutes les données, tous ces mots que vous avez prononcés, faut pas être ultra expert pour y avoir accès. C'est-à-dire qu'on peut s'adresser à sa SCPI et lui demander ce genre de renseignements. C'est pas secret défense. Non, pour preuve, c'est un travail qu'on a fait de synthétiser tous les nombres de parts en attente. Nous, on l'a fait et c'est un outil qu'on met à disposition de nos clients, mais chaque épargnant peut le trouver sur les bulletins trimestriels de chaque SCPI. Donc, c'est extrêmement simple. Nombre de parts en attente, il faut le mettre en perspective avec le nombre de parts en attente des trimestres précédents. Est-ce que ma SCPI, elle continue d'avoir un nombre de demandes importantes? Est-ce que ma SCPI est endettée aussi? Ça, c'est important. Un ratio d'endettement. Donc, quelle est la part d'endettement sur la capitalisation? Ça paraît un peu technique comme ça quand j'en parle, mais c'est assez logique. Est-ce que ma SCPI collecte? Est-ce qu'elle a un fort rendement? Est-ce qu'elle est endettée? Si elle ne collecte plus, si elle n'a pas de fort rendement et qu'elle doit rembourser en plus des mensualités, ça va être compliqué pour l'avenir. Là, normalement, ça doit s'allumer rouge, c'est ça? Exactement, bon. Exactement. Donc ça, c'est des applications un peu bêtes et méchantes. Et en effet, en regardant juste ça, ça permet de déblayer, si on a envie d'investir dans les SCPI, ça permet de déblayer déjà les SCPI sur lesquels on peut avoir un sentiment un peu négatif. Merci beaucoup, Paul. Paul Bourdois et France SCPI, donc, dans Cœur de Patrimoine pour redémarrer cette nouvelle saison. Merci, Paul, d'être passé nous voir et on continue bien évidemment à vous accompagner dans le monde de votre patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on va convoquer un grand esprit dans cette émission, Albert Einstein. Et pour parler de géophysique, c'est ça, non? On va accueillir Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être là. Modo Patrimoine, vous êtes directeur associé. Alors non, on va pas pencher sur E égale MC2, Nico Niques. Non, on va parler des intérêts composés. Pourquoi? Parce que Einstein nous disait c'est la 8e merveille du monde. Ça paraît assez simple. Peut-être que nos auditeurs en ont souvent entendu parler, mais sans forcément exactement maîtriser ce qu'il en est. Et on va essayer justement de dresser ensemble une petite fiche pédagogique sur ces fameux intérêts composés. Est-ce qu'on peut rappeler en termes simples de quoi il s'agit et comment il diffère finalement de ce qu'on appelle un intérêt simple, puisque là on parle d'intérêt composé? Exactement. Alors, déjà, pour la petite anecdote, moi j'ai fait un bac littéraire, mais je me permets quand même de citer Albert Einstein pour la 8e merveille du monde, qui complétait même « Celui qui comprend ce concept s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paye ». Et effectivement, je pense que les intérêts composés, c'est un des concepts les plus puissants dans le domaine financier. Pour faire simple, les intérêts composés, ils sont calculés non seulement sur un capital investi, un capital de départ, mais aussi sur les intérêts générés par ce capital. Ça signifie quoi? Ça signifie que les intérêts que vous générez deviennent eux-mêmes une base de calcul pour générer encore plus d'intérêts. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. L'objectif, c'est que votre capital il grossisse de plus en plus. À l'inverse, des intérêts simples se calculent, eux, constamment sur le même capital. Et le rendement travaille toujours sur le même capital. On peut prendre un exemple très simple pour illustrer ça. Avec les intérêts composés, admettons qu'on parte avec un capital de 100, un rendement de 10%, je prends des chiffres ronds. À la fin de l'année N, on a un capital de 110. On a généré 10 d'intérêts. En N plus 1, on a toujours un rendement de 10%, mais lui, le capital n'est plus de 100, mais de 110. Les 10% travaillent sur ces 110. À la fin de l'année N plus 1, on a 121. À la fin de l'année N plus 2, on a 133, etc. etc. À l'inverse, pour des intérêts simples, on reste chaque année sur un capital de 100. Donc, par exemple, au bout de 3 ans, avec les intérêts simples, on a généré 30 d'intérêts versus 33 d'intérêts générés avec le principe des intérêts composés. Du coup, quels sont les produits financiers? On va dire on devrait mettre tous les produits financiers aux intérêts composés et arrêter de parler d'intérêts simples. Donc, exactement, il y a pas mal de supports d'épargne qui permettent d'utiliser et de bénéficier de ce concept. Les plus connus, l'assurance vie, le PEA, le plan épargne en action. Bon, pour rappel, ce sont des enveloppes fiscales. On peut tous avoir une assurance vie, mais tous la composer de manière différente. C'est ce qui va composer l'assurance vie qui va être important. Et je reste sur l'assurance vie. La plupart des fonds proposent ce système d'intérêt composé où les dividendes générés chaque année sont automatiquement réinvestis pour faire grossir le capital. Il y a un déplacement actuellement de plus en plus à la mode qui propose depuis récemment le principe des intérêts composés, donc le réinvestissement des loyers. Ce sont les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Bon, pour rappel, c'est un véhicule d'investissement qui permet d'investir dans de l'immobilier à travers une société pour se créer des revenus complémentaires. Cependant, il y a de plus en plus d'actifs, de gens qui sont salariés, qui sont en pleine carrière professionnelle, qui n'ont pas forcément besoin de revenus supplémentaires. Exactement, qui investissent dans de la SCPI aujourd'hui sans pour autant avoir le besoin immédiat de se créer des revenus complémentaires. Et il y a de plus en plus de SCPI qui proposent un réinvestissement automatique des loyers. Je vais prendre mon cas personnel en exemple. Moi, ça fait depuis 2018 que j'investis en SCPI. La première SCPI dans laquelle j'ai investi, j'avais 24 ans, j'étais en plein début de carrière. J'avais pas besoin de revenus complémentaires maintenant. Et je m'étais même fixé comme objectif de faire travailler ce placement le plus long possible, en l'occurrence jusqu'à la retraite, dans la mesure où j'étais parti du principe que mon salaire pendant ma vie active me suffirait à subvenir à mes besoins. Je m'étais fait une simulation assez simple. J'étais parti avec un capital de 5 000 €. Je mettais aussi tous les mois 200 € sur ce support, où on a la possibilité de mettre en place des versements programmés. Et les loyers générés par ces SCPI, plutôt que de me les verser sur mon compte courant, je les réinvestissais automatiquement dans l'achat de nouvelles parts. Et j'ai pris le calcul, donc sur une vision assez long terme, 40 ans en l'occurrence, 5 000 € de capital de départ. 40 ans après, mon capital en SCPI serait d'à peu près 400 000 €, en l'occurrence à la retraite. Et si en étant parti avec 5 000 € et sans avoir pris des SCPI qui faisaient des étincelles. C'était une SCPI, une des meilleures du marché, où j'étais parti sur un rendement de 5,5%. C'était une SCPI qui, depuis sa création, générait 6% par an.
Et donc, 40 ans après, ça me faisait un capital de 400 000 euros et des revenus, si je décidais de me verser le loyer, ça correspondait à peu près à 1 800 euros de loyer mensuel. C'est l'illustration de l'avantage d'investir dans un produit financier qui cisèle sa performance autour de ses intérêts composés. Exactement, le réinvestissement des dividendes, un des réinvestissements des loyers, des dividendes, un des principes financiers les plus importants pour justement faire croître son capital le plus possible. Ouais. Est-ce que cette différence, elle est significative? Je veux dire, si on prend un produit d'épargne lambda, disons-le, et puis un portefeuille, ou un produit financier qui utilise cette technique des intérêts composés, on serait parti de ce même capital de 5 000 euros, on arriverait à combien versus combien? J'ai pris un exemple pour que ça soit un peu plus significatif. J'ai pris un exemple de placement intérêt composé versus intérêt simple. Capital de départ 100 000 euros avec des intérêts composés. Un placement 100 000 euros qui génère 5% de rendement par an. Pour passer de 100 000 à 300 000, il nous faudrait à peu près 14 ans. Il nous faudrait à peu près 22 ans. Ces mêmes 100 000 euros, si je les place sur un placement qui fonctionne avec des intérêts simples, pour passer de 100 000 à 300 000, il nous faudrait 40 ans, versus 22 avec les intérêts composés. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil du coup à un épargnant aujourd'hui qui souhaite vraiment optimiser, maximiser, j'ai envie de dire, cette 8e merveille du monde? Bon, en préambule, d'abord, tous les conseils doivent être personnalisés. Ouais, là, je vais rester général, mais je pense que ça peut être un bon conseil de départ pour les épargnants qui débutent et surtout qui sont en pleine vie professionnelle et qui n'ont pas forcément le besoin de revenus complémentaires immédiats. Le conseil que je pourrais donner, celui que je m'applique, c'est de réinvestir automatiquement ce que je gagne. Si je peux me le permettre, que j'ai pas besoin d'utiliser l'argent... Ne pas se laisser tenter en se disant tiens... Exactement, plutôt que de le laisser végéter sur mon compte courant qui me rapporte 0. Tous mes placements qui me rapportent, que ce soit des loyers de SCPI, des intérêts, des dividendes pour des actions, plutôt que de les utiliser, je les réinvestis dans le capital de base, parce que c'est une règle mathématique très simple. Encore une fois, j'ai fait un bac littéraire, mais c'est simple à comprendre. Plus le capital est gros, plus les intérêts en valeur absolue générés par ce capital vont être importants. Chiffre très simple, 5% qui travaillent sur 100 000, ça fait 5 000 euros d'intérêt. 5%, toujours le même rendement, qui travaille sur 1 million d'euros, ça fait 50 000 euros d'intérêt. Juste, ça a l'air quasi magique et presque automatique. Et du coup, quand c'est trop simple, on a envie de se dire, il est où le loup? Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce qu'il y a des risques, en fait? Est-ce qu'il faut être attentif à certaines choses? Bien sûr, je peux que aller dans votre sens. Bon, là, l'objectif, c'était d'expliquer le principe et le concept des intérêts composés. Mais effectivement, il y a bien eu, pour tout investisseur profane qui démarre un peu là-dedans, la première chose à retenir, c'est qu'un rendement garanti, un capital garanti, à partir du moment où vous sortez des livrets bancaires, ça n'existe pas. Bon, il y a l'AMF qui le dit bien haut et fort, vous le voyez sur tous les prospectus, tout investissement comporte des risques, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien entendu, un rendement, un placement, que ce soit immobilier, financier, en action, s'analyse sur le long terme. C'est rare, le court terme n'existe pas. Faut un rendement s'analyse sur la durée. Par exemple, quand je prends le CAC 40, le CAC 40 depuis sa création, depuis 1987, c'est une étude de l'AMF, le CAC 40 avec dividendes réinvestis de 87 à nos jours a généré environ 7,4% de rendement moyen. Versus, il y a aussi le CAC 40 dividendes non réinvestis. Pour mettre en perspective, ça a généré seulement, entre guillemets, sur la même période, 4% d'intérêt. Donc ça permet de visualiser la différence avec le réinvestissement des dividendes. Mais ces chiffres, par exemple ce 7%, il est lissé sur plus de 35 années. Ça veut dire quoi, tout simplement? Parce qu'il y a des années où il a perdu. Il y a des années où il a fait moins 15%, d'autres il a fait plus 15, plus 7. Faut que ça s'analyse sur la durée. Mais effectivement, le rendement garanti n'existe pas. Ça s'appelle donc les intérêts composés et c'était pour Einstein la 8e merveille du monde. Merci Yann de Florenne et Modo Patrimoine qui s'est collé à l'exercice de la fiche pratique. À très bientôt. Merci Cédric, à bientôt. Patrimoine, à tout de suite. Cœur de patrimoine,
Cédric Decoeur. Et après cette pause estivale, on va reprendre le pouls et la vie des marchés que l'on commente régulièrement, histoire de vous apporter cette vision un petit peu patrimoniale. C'est Céline Picmal-Prade qui est en plateau. Bonjour Céline. Bonjour Cédric. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine pour Picmal Houghton Investment. Quels sont finalement les principaux éléments que vous avez sur votre bureau, j'ai envie de dire, en cette période de rentrée, pour appréhender le contexte financier actuel ? C'est une excellente question, parce qu'effectivement, c'est la rentrée et on se demande tous que faire maintenant que les marchés financiers ont beaucoup progressé depuis le début de l'année. Comment se positionner pour l'avenir ? Alors, les indicateurs qui me semblent intéressants ou pertinents à observer aujourd'hui. Tout d'abord, c'est bien entendu la santé des entreprises. On a eu beaucoup de résultats qui ont été publiés depuis quelques semaines, donc depuis le début du mois de juillet. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les attentes qu'on a du côté de la progression des bénéfices. Et on voit que les attentes pour la progression des bénéfices d'entreprise, notamment aux États-Unis, se situent autour de 12%. Donc c'est extrêmement élevé, compte tenu du fait qu'on attend plutôt un ralentissement de l'économie américaine et de l'économie mondiale. Donc ça, c'est un indicateur qui, à mon sens, est important. Donc voir un petit peu à quel point on a des attentes importantes du côté des entreprises, alors que on sait tous qu'on est en train de se diriger vers un ralentissement économique. La deuxième chose, bien entendu, pour les marchés financiers, c'est de regarder les valorisations. Là aussi, on ne va pas redire ce qui a déjà été dit à de multiples reprises depuis maintenant 18 mois, mais on reste sur des zones de valorisation aux États-Unis très élevées. 3 fois les ventes, par exemple, si on regarde un indicateur pour le SP500, c'est plus haut que le 2,5 fois qu'on avait atteint en 2000. Donc, marge de sécurité faible du côté des valorisations, là aussi. Et puis, un autre indicateur qu'on peut regarder, c'est la poudre sèche. C'est se dire, est-ce que quand même on pourrait avoir de l'argent ? Parce que bien entendu, c'est de là qu'est venu le problème, parce qu'il y a eu beaucoup plus de liquidités que ce qu'on anticipait tous depuis maintenant 18 mois. La liquidité, elle est venue notamment du fait que l'épargne des ménages était élevée. Après le Covid, bien aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que la poudre sèche, elle est du côté de l'épargne des ménages au plus bas depuis 2000. Donc là aussi, on voit que c'est un indicateur qui est fragile. Donc tous les indicateurs, si je regarde les bénéfices d'entreprise, les valorisations, la poudre sèche, me semblent quelque peu tendus, et je pense que c'est quelque chose auquel il faut être attentif aujourd'hui, en cette rentrée scolaire de septembre 2024. Il y a aussi un élément que les marchés aiment beaucoup regarder et que vous et vos petits camarades évoquez régulièrement, ce sont les banques centrales. On les a quittés d'ailleurs, alors un petit peu dans le maelstrom électoral français avec Sintra, et on les retrouve à chaque rentrée avec Jackson Hole aux États-Unis. Ce sont ces deux grandes réunions où les banquiers centraux gambergent autour de leurs grandes idées. Et là, quand on les a écoutés, et la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale Américaine, eh bien, ils semblent nous dire qu'ils sont assez heureux, entre guillemets, de leur travail, que finalement, la lutte contre l'inflation est réelle, même si, disent-ils, c'est insuffisamment convaincant. Est-ce que vous partagez un petit peu cette idée-là ? Oui, les indicateurs de prix redeviennent raisonnables, mais... Alors oui, les indicateurs de prix redeviennent raisonnables. Ça, je pense qu'on peut tous s'accorder sur ce point. Mais pour moi, ça serait plutôt mais attention à ce que nous souhaitons. Parce que si ces indicateurs de prix sont raisonnables, c'est tout simplement parce qu'effectivement, on a une augmentation du chômage, on a un environnement macroéconomique qui devient plus complexe. Et c'est cette dichotomie entre ces deux éléments qui me semble quelque peu sous-estimée aujourd'hui par les investisseurs ou mal compris. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, à mon sens, les marchés financiers, en général, n'offrent pas le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Donc, si effectivement on a des attentes d'inflation qui baissent, c'est parce que l'économie ralentit. Et historiquement, quand vous avez des baisses de taux, quand l'économie ralentit, notamment quand le chômage augmente, c'est ce qu'on a à chaque fois qu'on a eu ça depuis 1945, vous avez eu derrière une récession. Et là où j'ai un tout petit peu une interrogation, c'est quand je vois qu'il y a 82% des investisseurs aujourd'hui qui attendent ce soft landing. Alors, donc j'attends de voir. Et dont la Banque centrale américaine qui va l'alimenter, a priori, en rentrant plus fermement dans une baisse de taux. Mais encore une fois, la baisse de taux
quand elle intervient parce que on a un ralentissement économique. Et la baisse de taux, donc, elle est de concert. Et quand vous avez une baisse de taux et qu'en même temps, vous avez une augmentation du chômage, ce qui est le cas aujourd'hui, bien, c'est extrêmement difficile, voire la probabilité, elle a été de 0 depuis 1945 pour que vous puissiez enrayer la hausse du chômage en faisant baisser les taux d'intérêt. Donc c'est ça auquel, à mon avis, il faut être extrêmement attentif. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien à faire en cette rentrée 2024, loin s'en faut. Et c'est peut-être ça, à mon avis. Avant justement de parler un tout petit peu de prospective, voyons aussi là où on en est, parce que il y a un autre aspect très important que vous n'avez pas vraiment encore évoqué, c'est l'aspect politique. Bien sûr. Et il se retrouve bien évidemment chez nous, mais aussi aux États-Unis. Les marchés. Comment moi, ça fait quasiment des années qu'on dit, mais en fait, ça n'a plus d'influence sur les marchés. Regardez le Brexit, regardez l'arrivée de Trump, regardez, voilà. Et pourtant, à chaque fois, ça gamberge dans nos têtes. Alors, là aussi, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas surestimer l'influence du politique sur le marché. Mais il y a quand même un élément qui me semble important aujourd'hui dans l'environnement politique, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans les grandes démocraties mondiales. Si vous écoutez les discours qui sont tenus par nos différents politiques, que ce soit en France ou aux États-Unis, plus personne ne parle aujourd'hui du problème de la dette. Plus personne ne se dit « attention, il va falloir maîtriser les dépenses ». Tout le monde promet des lendemains qui chantent. Et c'est à ça, à mon avis, qu'il faut être extrêmement attentif. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait d'inflation. On disait bien entendu qu'à court terme, l'inflation était jugulée. Mais si vous avez des carnets de chèques qui sont tout le temps utilisés par nos politiques, eh bien, nous pouvons attendre quand même des lendemains dans lesquels la hausse des prix pourrait être beaucoup plus difficile à juguler. Donc c'est là aussi une grande interrogation. Et si on regarde les discours de M. Trump ou de Mme Kamala Harris, aucun des deux ne parle de la maîtrise du déficit public. Oui. Et tous les deux s'accordent sur le fait qu'il va falloir dépenser plus pour les États-Unis. Donc s'il y a bien une chose aujourd'hui dont on peut être certain, c'est qu'on aura plus de dépenses aux États-Unis alors qu'on part d'un point haut, puisque le déficit américain, c'est déjà 7% du PIB américain. C'est du jamais vu de parler comme ça, qu'on soit républicain ou démocrate, d'augmenter les dépenses alors qu'elles ne sont pas sous contrôle aujourd'hui et qu'on n'a pas eu de guerre et on n'a pas eu de récession. Ouais. Donc, on pourrait tirer la donc, métaphore la leçon, ici. Donc, il y en a aussi, beaucoup aussi qui sortent le chéquier ou qui seraient prêts à sortir le chéquier. Voilà, mais donc là aussi, la grande question qui va se poser, ça va être la question du dollar. À mon sens, pour les investisseurs européens, on a toujours considéré que le dollar était une valeur refuge dans un environnement incertain politiquement et économiquement. La question qui va se poser, c'est est-ce que ça va être le cas ou pas à partir des prochaines semaines et des prochains mois. Et à mon sens, c'est vraiment une question très importante pour les investisseurs. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on parle de plus en plus de l'or, parce qu'on l'a tous vu faire la une des journaux cet été. Ça fait longtemps que chez PHI, on parle de l'or. Personne ne nous écoutait vraiment. Mais c'est quand même très intéressant de voir à quel point l'or grimpe et continue à grimper dans cet environnement qui, normalement, n'aurait pas dû être favorable à l'or jusqu'à cet été. Alors justement, et on va continuer juste après vous, puisque on va, avec Albert Dantoir de chez Nalo, essayer de traduire un petit peu tout ce qu'on se sera dit en termes pratico-pratiques. Mais vous le sentez comment, du coup, là, votre perspective, elle ressemble à quoi pour cette fin d'année, notamment? Parce que les marchés, il ne faut pas non plus avoir le nez sur le guidon. Il faut être capable de lever un petit peu le regard. Alors, ce qui est très intéressant pour les investisseurs aujourd'hui, c'est de voir à quel point les marchés sont concentrés. On le dit, on le redit, mais 50% de la progression des marchés actions viennent de cette valeur depuis le début de 2023. Donc c'est un marché qui est extrêmement concentré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des valeurs dont on parlait tout à l'heure qui sont extrêmement chères, extrêmement détenues, mais que de l'autre côté, vous avez tout un ensemble de pans de marché sur lequel les attentes sont faibles, les valorisations sont basses et les taux, la poudre sèche est importante puisque personne n'est positionné dessus. Donc je parlais par exemple tout à l'heure de l'or, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu quand même une bascule, parce qu'on a bien vu une volatilité plus forte au cours de l'été. Et si on regarde le comportement des marchés financiers, par exemple, depuis la mi-juillet, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez eu ces 7 magnifiques qui ont baissé de plus de 10%, et dans le même temps, vous avez eu des mines d'or qu'on fait à l'image de Newmont plus 15. Vous avez eu des pays émergents. Regardons par exemple du côté de la Chine, que tout le monde aime haïr aujourd'hui. Le MSCI Hong Kong a fait plus 5,5.
depuis la mi-juillet. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. À mon avis, Ça veut dire qu'il peut y avoir pas forcément une rotation, mais... Si, tout à fait. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible qu'on ait une rotation sur les marchés au cours des prochains mois, des prochaines semaines, et que cette rotation, elle s'enclenche pour la décennie à venir. Parce que c'est ça qui est important, c'est quand on a un élément, une partie du marché qui baisse, ce qu'il faut voir, c'est ce qui résiste. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de voir ce qui s'est passé sur l'or, ce qui s'est passé sur les émergents, ce qui s'est passé même sur le secteur de la santé depuis quelques semaines, des secteurs qui étaient présents, très peu représentés dans les portefeuilles des investisseurs dans le monde entier. Donc c'est ça qui me semble intéressant pour les semaines qui viennent. Eh bien, on surveillera tout ça. Merci beaucoup d'être passé Cédric. Nous initier, même si ce mot parfois a une mauvaise connotation, en finance. Céline Picmal-Prade, donc, pour Picmal Autumn Investments sur Radio Patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis, on retrouve maintenant Albert Dantoir. Bonjour Albert. Bonjour Cédric. Pour Nalo. Alors on vient de scruter ces marchés attentivement avec l'œil acéré de Céline Picmal-Prade. Et on va essayer avec vous de traduire tout ça en bons conseils. Déjà un petit peu pour aussi rester dans cette analyse. Comment est-ce que vous avez compris, analysé cet été boursier qui a à la fois vu des performances et puis, je sais pas si on peut dire de mini-crack, parce que nous, les journalistes, on aime toujours bien trouver des mots qui font peur, mais je sais pas si on peut en parler comme ça, mais il y a eu aussi quelques questions. Comment vous avez décrypté tout ça ? Alors, déjà, sur les mois passés, alors l'été, même juste avant l'été, il y a eu quand même plusieurs périodes un peu volatiles, troubles, que ce soit l'histoire des élections européennes, la dissolution, et puis fin juillet, début août, il y a eu quelques, on va dire, informations sur les marchés qui ont un peu troublé la décision des investisseurs globalement, que sont, Céline en parlait, le risque de récession aux USA, la tension géopolitique au Moyen-Orient, la remontée des taux au Japon, qui était assez brutale. Quand même, le Japon est resté quand même pendant très très longtemps avec des taux zéro, voire négatifs, en tout cas très très bas. Donc ça allait déterminer potentiellement un environnement de marché autre, en tout cas pour cette zone. Et le Japon est quand même un pays à ne pas ignorer. Et puis, on sait qu'au mois d'août, statistiquement, il peut y avoir des corrections et souvent un peu violentes, mais il faut quand même en faire fi. Je vais donner juste quelques chiffres pour que les auditeurs puissent un peu se rendre compte. Donc, du 31 juillet au 5 août, le MSCI World, c'est l'indice des plus grosses actions dans le monde, 1000 ou 2000 actions. Moins 7,75. Le CAC 40, moins 5,33. Le S&P 500, moins 7,43. Et les émergents, moins 7,61. Tout le monde était à peu près au même rythme. Voilà. Mais, vous voyez, nous, on a des clients qui sont arrivés, alors après la dissolution, les élections européennes, cette baisse encore des débuts, qui se sont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire là, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut bouger? Est-ce qu'il faut pas bouger? Non, mais surtout, est-ce que vous comptez faire quelque chose chez Nalo? Est-ce que vous comptez bouger? Etc. Et je leur ai rappelé quand même certains fondamentaux. Et que je vais me permettre de redonner aujourd'hui, parce que c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ancrer aussi en soi un certain nombre de réflexes, de comportements, et de raisonnement. De raisonnement qu'il faudrait ne pas oublier, c'est ça? Et qu'il ne faut pas oublier, qu'ils sont adaptables quasiment à toutes les situations. Alors allons-y. Premièrement, ne rien faire. D'accord. Deuxièmement, rester sur ses objectifs. Il faut raisonner en termes d'horizon de temps. Si vous êtes sur 20 ans, je schématise, encore une fois, les conseils doivent être personnalisés, mais je schématise 100% action. Que vous fassiez moins 30 dans les 2 prochaines semaines, c'est un non-événement, si vous voulez. Si en revanche, vous êtes sur 3 ans, il ne faut pas être 100% action. Ouais, l'erreur, c'est pas que les marchés fassent moins 30, l'erreur, c'est que vous soyez à 100% action. Donc, premièrement, ne rien faire, bien respecter ses horizons de temps et ses allocations qui sont la conséquence de la durée, son environnement patrimonial et les projets qu'on veut réaliser. Ça permet, vous savez, de passer entre le cerveau 1 et le cerveau 2 tous les biais comportementaux. En gros, on a la moitié du cerveau qui est très émotionnel, l'autre moitié très rationnel, et les émotions, c'est toujours ce qui arrive en premier. Donc, laissez-les passer. Éteignez vos écrans et n'écoutez plus rien. Et une fois que les émotions elles sont passées, vous pouvez revenir à la raison. Donc, il faut se rappeler, là j'arrive sur des éléments rationnels, que 65% des meilleurs jours de bourse arrivent dans les 2 semaines qui suivent les pires jours.
Donc vous comprenez bien que quand il arrive, alors vous parliez de crack au début, il faut savoir qu'un crack, c'est lorsque c'est défini comme une chute de minimum 20%. Donc il y a eu 0 crack, hein, c'est rien. Mais il faut vraiment avoir en tête que s'il y a des jours où on est très très stressé parce que les baisses sont assez violentes, dites-vous que c'est la tempête avant le calme, plutôt que le calme avant la tempête. Souvent, on dit un petit peu ça. Donc l'idée, c'est que si on voit le marché, qui plus est, où on est dans une période particulière comme l'été, parce qu'on le rappelle, les volumes sont moins élevés. Donc les chutes peuvent être un peu plus importantes, etc. Il faut on reste savoir sur la rester plage. calme. On reste sur la plage à lire son bon bouquin pour prendre du recul. On désactive les notifs. Voilà. Par ailleurs, souvent, il y a, donc, est-ce que vous pensez qu'il faut faire quelque chose, etc. Parce que l'être humain a ce besoin et cette envie de ce qu'on appelle essayer de battre les marchés. Faire mieux. Évidemment, ce qui serait c'est plus prestigieux, quoi, quand on peut bien sûr, dire, regarde, j'ai fait plus 10 alors que le CAC a fait 5. Voilà. Mais ça veut dire que l'objectif serait d'être présent sur les marchés tous les jours où ils sont positifs et ne pas y être présent les jours où ils sont négatifs. Ouais. Or, nous, on avait fait une petite étude avec Nalo sur 20 ans, ce qui n'est pas quand même une durée significative. Donc, du 31/12/1998 au 1er mars 2018, donc presque 20 ans, soit 5000 jours de bourse. C'est quand même beaucoup de jours de bourse. C'est pas mal. Donc on peut facilement se tromper. On peut facilement ne pas être là au bon moment, être là au mauvais moment, etc. La performance moyenne, environ 5,5 par an. Si vous ratez les 5 meilleurs jours de bourse, sur 5000 jours, c'est quand même très facile si on commence à faire du market timing et à réfléchir, on va dire, trop loin. On baisse à moins de 4. Et si vous avez raté les 50 meilleurs jours, vous êtes à moins 4,4 par an. Là où le CAC a fait 5. Là, non. Là où un indice monde action aurait fait 5,5 par an, vous faites moins 4,4. Ouais. Et louper les 50 meilleurs jours sur 5000 jours, si on s'amuse à essayer d'acheter, vendre, essayer d'être là les bons jours, d'être absent les mauvais jours, etc., c'est extrêmement simple. Dire tout le monde peut ne pas être là les 50 meilleurs jours de bourse. Donc pareil, hein, toujours respirer. C'est comme quand on panique face à des événements de la vie, on respire, on vide ses émotions et c'est très bien et on revient à la raison. Et on n'essaie pas forcément de vouloir battre le CAC. Non. Ou n'importe quel marché. Voilà. Oui. Son objectif, je veux dire. Donc ça, c'est un peu cet été et puis un petit peu avant l'été. J'ai voulu reprendre un petit peu aussi quelques exemples avant parce qu'il y en avait quand même pas mal. Et pour cette rentrée, je pense que vous savez, souvent on dit les bonnes résolutions après le 31 décembre pour la nouvelle année. Il y a les bonnes résolutions à prendre aussi à la rentrée de l'été. Une fois qu'on a vidé un peu sa tête, qu'on a dégagé toutes les émotions, qu'on a respiré, qu'on a pris le temps, on revient, on continue à investir. J'ai écouté quelques épisodes précédents sur les intérêts composés, sur le fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour investir. Investissez. Bien sûr, disclaimer, avec des conseils personnalisés selon votre environnement patrimonial et matrimonial, votre horizon de temps et vos objectifs. Est-ce que quand vous dites investissez, ça veut dire par exemple adopter, presque comme on a pour son portable, pour sa box, pour prendre un abonnement à la bourse, quoi. Exactement. C'est-à-dire que vous dites chaque mois, je mets 200 balles. Voilà, chaque mois, mon épargne disponible et sur laquelle je peux prendre un risque pour un certain temps, pas sur un an, hein, ça c'est le livret A, pour au moins 5 ans. En tout cas, et là, vous l'investissez. Que ça monte ou que ça baisse ? Que ça monte ou que ça baisse, c'est pas la question. Évidemment que c'est intéressant de comprendre les raisons, de comprendre les fonctionnements du marché. Le VIX, par exemple, au début août, vous savez, le VIX, c'est l'indice de la peur. Voilà, l'indice de la peur. C'est-à-dire, c'est l'indice qui va vous montrer si les marchés sont plus ou moins volatiles. Début août, d'un coup, il a accéléré. Et puis, il l'a rabaissé. Donc, il faut investir, quel que soit en fait, les marchés, il faut juste être un investisseur qui soit cohérent avec les risques qu'il peut prendre. Vous êtes sur 20 ans, vous pouvez prendre beaucoup de risques. Vous êtes sur 2 ans, vous pouvez prendre quasiment 0 risque. Si je schématise les deux extrêmes. Donc du coup, ne pas être ultra mobile, quoi. Enfin, ne pas. Non, surtout pas. Pas de porte de saloon. Non, pas de sauf porte de saloon. Sauf à vouloir se les prendre dans la figure. On se la prend, sinon. Donc, investir régulièrement. Oui. Et puis savoir avoir, entre guillemets, bien fixé son tableau de marche, son objectif, savoir exactement. À quoi sert son épargne. On n'y revient pas. Vous savez, c'est comme en entrepreneuriat, quand on se fixe un objectif, on ne change pas tous les jours, sinon la boîte, elle n'avance jamais.
Ben voilà quelques exemples concrets, quelques idées à avoir en tête en cette période de rentrée. Ça fait du bien, ça permet de réoxygéner le cerveau après avoir quitté les marchés, on l'espère en tout cas pour ceux qui ont pu le faire. Merci beaucoup Albert d'être passé nous voir, Albert Dantoir donc pour Nalo. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On se retrouve bien évidemment mercredi prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.